Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les signaux sont au rouge. Dans la sous-région Afrique centrale, la santé économique ne cesse de se dégrader, contraignant le président camerounais Paul Biya et ses pairs à se réunir dans l'urgence à N'Djamena au Tchad, où se tient un sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale, le deuxième organisé en l'espace d'un an dans une sous-région où les déficits budgétaires s'amenuisent, également les réserves de change qui ne cessent de diminuer, les déficits budgétaires qui se creusent, la dette qui explose, mais les réformes tant annoncées tardent à restructurer les économies pour sortir de la crise. C'est le dossier du 20h à suivre en ouverture de ce journal. Le SDF exige l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire la lumière sur cette escalade des tensions et violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le principal parti de l'opposition au Cameroun compte traduire en justice des membres du gouvernement responsables à ses yeux de cette escalade des violences et violentes répressions survenues dans les régions anglophones. Cette radicalisation des crises sur le continent africain est-elle liée à la longévité au pouvoir de certains régimes totalitaires? Analyse et décryptage à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et son épouse doivent déjà être à N'Djamena, la capitale du Tchad, où doit se tenir un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Dans la délégation du président de la République du Cameroun, la présence des ministres chargés des finances et de l'économie évoque à suffisance les enjeux de cette rencontre des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale, un deuxième sommet extraordinaire convoqué en moins d'un an dans une sous-région où le déficit budgétaire se creuse, les réserves de change s'amenuisent et la dette explose sans que les réformes tant annoncées puissent restructurer ces économies. Évocation avec Albertine Bitiaga. Comme s'il s'était passé le mot, les pays de l'Afrique centrale, notamment ceux de la CEMAC, qui étaient réfractaires à l'ouverture de leurs frontières pour la libre circulation des personnes et des biens, ont finalement cédé en l'espace de quelques jours. Une bonne décision qui va favoriser le développement économique de la sous-région, affirment des économistes. Absolument, c'est une avancée, surtout que la sous-région CEMAC reste la dernière en termes de réformes mises en place, en termes de taux de commerce intra-régional. Vous le savez, on est à moins de 5% de commerce intra-régional, à la différence des sous-régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est, qui depuis bien longtemps déjà connaissent une libre circulation du facteur travail dans leur zone économique. Il s'agit de favoriser la mobilité spatiale de tous les facteurs de production, dans l'optique permettre aux personnes les plus compétentes de trouver de l'emploi dans les bassins d'emploi les plus dynamiques. Cependant, il est important, pour y parvenir sans entrave, d'adopter des politiques concrètes de manière concertée. Naturellement, il y a des préalables. C'est déjà une chose d'ouvrir le marché, de permettre une libre circulation du facteur travail, mais il faudrait quand même qu'au préalable, il y ait une harmonisation des politiques d'investissement, des coûts de travail. Autrement, le déplacement des compétences n'aura pas l'impact escompté. Il faut encore empêcher qu'il y ait une différenciation dans le traitement et des personnes et des entreprises qui, au lendemain de cette ouverture des frontières, vont se déployer d'un point à l'autre de la sous-région. Pour les économistes, les pays de l'Afrique centrale ont donc désormais l'occasion d'accroître leurs échanges commerciaux et donc de booster leur développement économique.
Au-delà de ces enjeux économiques liés à la libre circulation évoquée dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou, il y a la question relative à la crise économique qui frappe de plein fouet la sous-région Afrique centrale. Vous vous souvenez qu'en décembre 2016, une session extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale s'était tenue à Yaoundé pour évoquer la nécessité de restructurer les économies avec le concours du FMI. Où en est-on concrètement? Cette question pourrait être à l'ordre du jour du sommet extraordinaire des chefs d'État prévu demain, mardi, à N'Djamena au Tchad. Et depuis ce soir, le président de la République du Cameroun, son épouse et la délégation interministérielle qui l'accompagne séjournent déjà à N'Djamena. Évocation des enjeux de ce sommet dans ce reportage signé Albertine Bichaga. Cette rencontre intervient dans un contexte de marasme économique. Les pays de la sous-région sont confrontés à de graves déficits budgétaires, l'accélération de l'endettement et la diminution des réserves de change. La mise en œuvre des réformes économiques sous-régionales piétinent et les négociations semblent bloquées entre le FMI et certains pays en vue de structurer leur économie et sortir de la crise. Ces différentes préoccupations devraient être abordées à cette rencontre extraordinaire. La libre circulation dans la sous-région en Afrique centrale, le sujet devrait lui aussi à coup sûr meubler les échanges entre les 6 chefs d'État de la zone CEMAC ce 31 octobre. C'est que pour les experts des questions économiques, le timing de ce sommet en dit long sur son contenu. La quasi-totalité des États de la communauté a récemment signé l'arrêté de libre circulation de leur population. La rencontre doit permettre de concrétiser les accords de libre circulation et d'envisager d'autres solutions pour rendre l'espace plus attractif en termes économiques. Ce sommet extraordinaire permettra aux chefs d'État de la CEMAC d'aborder la question du démantèlement des visas pour les ressortissants de la sous-région. La question du financement des institutions de la CEMAC devrait également être de la partie. Par ailleurs, cette réunion extraordinaire donnera lieu à la passation de services à la tête de la commission de la CEMAC. Outre cette passation, le sommet va renouveler les instances dirigeantes des autres institutions de la communauté. Une rencontre aux grands enjeux somme toute qui a été précédée par la réunion des experts et le conseil des ministres. Dans le reste de l'actualité, le SDF exige l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire la lumière sur cette escalade des tensions et violences meurtrières survenues dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Au terme du comité national exécutif de ce parti de l'opposition, le SDF compte traduire en justice des membres du gouvernement qui, à ses yeux, sont responsables de cette violente répression vécue dans les régions anglophones. Ce principal parti de l'opposition qui s'est une fois de plus exprimé pour le fédéralisme à 2 États au Cameroun. Des précisions avec Donald Anouzoua dans ce reportage. Le communiqué portant résolution des récentes assises du comité exécutif national du Social Democratic Front précise la pensée de cette formation politique au sujet du débat autour de la forme de l'État. La forme de l'État ne doit pas être un sujet tabou. Il faut bien évidemment qu'on en discute. Et la position du SDF est claire, c'est un fédéralisme à 2 États pour réconcilier les Camerounais avec leur histoire et également avec leur vécu. Le comité exécutif national du Social Democratic Front demande aussi que soient traduits en justice les membres du gouvernement qu'il tient responsables de la propagation des discours qui ont amplifié les troubles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, épicentre de la crise anglophone. C'est le régime qui est responsable, n'est-ce pas, de cette déflagration qu'on a connue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est la raison, n'est-ce pas, pour laquelle le SDF a demandé à inscrire dans ses résolutions que soit traduit en justice pour les ministres qui ont passé le temps à propager la haine et qui a abouti, n'est-ce pas, à ces atrocités qu'on a connues là-bas. Le parti de la balance, prenant pour prétexte le contexte des crises sociopolitiques actuelles, explique le énième report au mois de février 2018 de son congrès. On ne peut pas organiser un congrès tant que, bien évidemment, le pays vit ce drame. Il faut que ce soit clair. Il est totalement risqué pour nous
n'est-ce pas, l'état actuel des choses, dans le contexte actuel, il n'y a pas encore le moindre dialogue, que le parti puisse organiser. Les parlementaires SDF des deux chambres a usé de leurs prérogatives et prendre toutes les mesures nécessaires pendant la session de novembre pour la démilitarisation des régions du sud-ouest et du nord-ouest, ainsi que de la libération de toutes les personnes encore détenues dans le cadre de la crise anglophone. Cette crise sociopolitique anglophone préoccupe au plus haut point les Nations Unies et son secrétaire général a profité d'une escale à Yaoundé pour inviter le chef de l'État à ouvrir un dialogue inclusif pour traiter des causes profondes de cette crise anglophone afin d'éviter que la situation ne se détériore davantage. Antonio Guterres a échangé avec Paul Biya au cours d'un tête-à-tête informel d'environ 30 minutes en fin de semaine dernière. Des précisions avec Guy Zogo. Un tête-à-tête d'à peine 30 minutes. Voilà à quoi se résume sur la forme la rencontre qui a eu lieu ce 27 octobre au Palais de l'Unité à Yaoundé entre le chef de l'État camerounais Paul Biya et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Antonio Guterres. Si l'on n'en juge pas la présence à cet entretien des collaborateurs directs du secrétaire général de l'ONU, dont son représentant pour l'Afrique centrale, la représentante résidente du PNUD au Cameroun et son porte-parole, on peut supposer que rien de très direct et de très précis n'a pu se dire entre les deux parties. Mais pour l'essentiel, selon nos informations, sur la crise centrafricaine et la menace résiduelle de Boko Haram, Paul Biya et Antonio Guterres sont sur la même longueur d'onde. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies étant même demandeur auprès du Cameroun d'un soutien en vue de la reconstruction efficiente de l'État centrafricain au moment où le conflit dans ce pays s'enlise. Il en est de même de Boko Haram, dont le secrétaire général de l'ONU sait combien le Cameroun est d'un apport indéniable dans la gestion de ses conséquences, notamment de l'afflux des réfugiés, lui qui a occupé jadis les fonctions de haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Au cours de son échange avec Paul Biya sur ces sujets, c'est une convergence de vues qui s'est dégagée, le chef de l'État camerounais promettant un soutien accru de son pays à la Centrafrique. En revanche, l'évocation de la crise anglophone qui a bouclé l'entretien entre les deux hommes s'est avérée plus nuancée. Paul Biya a d'abord exposé ce qu'il en est de cette crise et ce qui a été fait jusqu'ici pour la résoudre et s'est naturellement étendu sur les menaces que celle-ci fait peser sur l'unité du Cameroun. Pour sa part, moins pressant, le secrétaire général de l'ONU a réitéré l'idée du dialogue inclusif qu'il a suggéré après les événements du 1er octobre dernier, tout en ajoutant faire confiance au président de la République camerounais pour conduire le processus vers l'apaisement dans cette crise. Cette brèche a offert l'opportunité au chef de l'État camerounais de mettre en avant les récentes missions sur le terrain de Philémon Yan et Peter Mafani Moussongué. Au terme de cet échange courtois, c'est un Antonio Guterres peu disert face à la presse qui a quitté la capitale assoupie du Cameroun pour regagner New York. Le voisin nigérian est lui aussi inquiet de l'évolution de la crise anglophone au Cameroun. L'ancien président Olusegun Obasanjo s'est exprimé sur la gestion de cette crise au Cameroun. Il se propose d'être médiateur et conseille au régime de Yaoundé de faire attention car selon lui, ces régimes en Afrique qui restent au pouvoir durant de nombreuses années génèrent de nombreuses tensions sociopolitiques dans leur territoire. Des précisions avec Éric Martial Ndiomo dans ce reportage. Plusieurs lignes de cette interview démontrent l'aisance de l'ancien président du Nigeria à aborder des sujets concernant de nombreux pays du continent africain. Il met à chaque fois en avant la souveraineté des peuples et l'impérative nécessité pour les dirigeants d'être à son écoute. C'est le cas au Togo où, selon Olusegun Obasanjo, la constitution doit être à respecter et le peuple écouté. Sur le cas de la Côte d'Ivoire, l'octogénaire n'écarte pas l'éventualité d'une médiation par
lui mener si cela lui était demandé entre Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro. Il reconnaît par là la tension qui existe depuis quelque temps déjà entre les deux hommes. Pour la RDC, Obasanjo pense que l'immensité du territoire et certaines complexités culturelles imposent le fédéralisme comme solution pour une meilleure gestion du pays. Un fédéralisme qui, pour le cas du Cameroun, existe bel et bien, selon lui, sous une autre forme. Obasanjo se dit prêt à jouer les médiateurs dans la crise anglophone qui secoue le Cameroun si cela peut contribuer à la paix dans ce pays. L'ancien président nigérian ne manque pas de tacler les dirigeants camerounais dans cette interview. Pour lui, après un certain temps passé au pouvoir, on ne peut plus rien mettre en place de vraiment nouveau. Quand le leader s'accroche à son poste, la violence peut émerger, ce qui n'est bon pour personne. Dixit Obasanjo. Olusegun Obasanjo, président du Nigeria entre 1976 et 1979 et de 1999 à 2007, peut être présenté aujourd'hui comme un fin observateur de la scène politique africaine. Et sur le théâtre de la crise anglophone, la série noire des incendies se poursuit dans les établissements scolaires. Au lycée de Kitiwum, il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans les bâtiments administratifs. Les documents et autres appareils ont été complètement réduits en cendres. La psychose prend de l'ampleur dans cette communauté éducative. On fait le point avec Gladys Sidier. Toutes les archives, tous les appareils, ordinateurs, groupes électrogènes et autres sont partis en fumée. L'incendie s'est déclaré dans le bureau du proviseur du lycée de Kitiwum, à Congo, dans le département de Ngui. La salle informatique a été partiellement touchée. Le gardien de l'établissement déclare avoir été neutralisé par des individus lourdement armés, qui l'ont ligoté avant de le sommer d'indiquer le bureau du proviseur. Tied me, face down. And then tied my face, and they were threatening to shoot me. So, and they said that I should direct them where the principal office is. Ceux qui étaient chargés de mettre le feu au bureau sont allés effectuer leur sale besogne. Les autres, restés en compagnie du gardien, l'ont dépouillé de son téléphone portable ainsi que de la somme d'argent qu'il avait en sa possession. Après le départ du groupe, il a tout de même réussi à alerter le voisinage. Les dégâts matériels sont importants. Le proviseur qui exprime sa désolation déclare que c'est une énorme perte pour la communauté éducative. Il condamne l'acte et précise n'avoir pas de parti pris concernant les récents événements dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. All the machines in the school bunch, the archives bunch, you've seen the huge destruction that has been done. And I think it is not a loss for the principal. I think it's a loss for the whole community. It actually beats my imagination that people want to take over a country and they use fire. It's actually a shame. It's a pity. Depuis le début de la crise anglophone, il y a 1 an, plusieurs écoles ont été la cible des sans-foi-ni-loi. C'est la 1e école qui est ainsi incendiée en l'espace de 2 mois dans le Nord-Ouest. Un autre incendie a réduit en cendres plusieurs boutiques situées dans un espace commercial au carrefour Ndokoti à Douala. Les victimes n'en reviennent pas des pertes énormes enregistrées à l'approche des fêtes de fin d'année. Cependant, certains témoins dénoncent les multiples branchements électriques anarchiques qui, selon eux, seraient à l'origine de cet autre incendie enregistré dans un espace commercial à Douala. Reportage Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaille. Voici ce qui reste de cette boutique ravagée par les flammes dans la nuit de dimanche 29 octobre 2017. On m'a appelé autour de 20h30, 21h. On m'a fait comprendre que ma boutique est en train de brûler. Comme je suis un peu loin d'ici, bon, j'ai pris la moto, j'ai accouru. Avant d'arriver, le feu était déjà dans ma boutique. J'ai ouvert, bon, j'ai essayé de prendre quelque chose, quelques petites marchandises que je peux prendre. Bon. Ah, tout s'est brûlé, tout s'est brûlé. On m'a juste appelé autour de 20h30 que voilà de quoi il prend feu. Je suis alors quitté, je me suis dépêché, j'ai pris la voiture, je suis arrivé ici. Et c'était ainsi, il y avait les flammes, les sapeurs étaient déjà présents, l'autorité aussi. Je suis arrivé, on ne m'a même pas admis à arriver devant ma boutique même. Mais on a quand même pu couper les portes, ils ont envoyé ce qu'ils pouvaient envoyer dehors, mais juste là, ce n'était pas en sécurité. Les flammes alors envahi, les flammes ont tout pris, comme vous voyez là. Jusqu'à 2 heures que j'ai quitté ici, il y avait encore les flammes. Depuis les premières heures de la journée,
Les propriétaires et autres populations s'attellent à récupérer ce qui peut encore l'être. Les pertes sont énormes. Inestimable, c'est tellement énorme. C'est sûr à près de 12 millions. Sur l'origine des flammes, des témoins évoquent la thèse des branchements anarchiques qui auraient engendré un court-circuit. On n'arrive pas à savoir, Peut-être que ce sont les installations. Sûrement c'est venu d'un court-circuit, je ne sais pas trop. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les ramasseurs de ferraille s'activent. L'instabilité de l'énergie et les coupures prolongées d'électricité ont suscité la colère des populations résidentes à Loum, dans le département du Mungo. Elles ont barricadé une agence de l'entreprise nationale d'électricité pour contester ces coupures prolongées d'électricité et cette instabilité de l'énergie électrique. Le point avec Jacques Molon et Julien Guignondé qui nous en disent plus dans ce reportage. Début de semaine difficile pour les employés de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun, agence de Loum, localité située dans le département du Mungo. Aux premières heures de cette matinée du 30 octobre 2017, les locaux de cette entreprise ont été envahis par les habitants du quartier 103, visiblement très remontés contre la structure. Ils se plaignent d'avoir été sevrés de l'énergie électrique depuis plusieurs semaines. C'est pas que très négatif, très grave même. Tous les enfants à la maison n'apprennent plus. Les sous-moyens sont graves. Les enfants sont dans l'hospitalité depuis 1 mois, 2 semaines. On ne sait pas si les quittances qu'on paye, voilà une quittance qu'ils reçoivent, qu'on vient relever sur un compteur numérique. Je ne sais pas si le Cameroun doit continuer à fonctionner comme ça. Ils doivent changer le transformateur, ils déploient le transformateur pour aller faire alimenter un autre point en disant que la puissance du transformateur est plus élevée que nous qui occupons. Qui sont sur ça. Bien maintenant, tu as un transformateur de 50. 3 jours, ça fait pouf, on croyait que peut-être c'est pourquoi Aram qui arrive au quartier. Ils ont mis ça 3 fois. Comme il part, il tourne la tête, ça fait tout boum. Il met comme il tourne la tête, ça fait tout boum. Une situation qui ne va pas sans conséquences. Exaspérés par les événements, ils sont venus exprimer leur mécontentement en bloquant l'entrée, obligeant le personnel à rebrousser chemin. 18 heures, je dors. Je me réveille 4 fois avant que le jour n'arrive. Parce que la nuit est longue pour moi. Nous sommes dépassés. On a décidé qu'ils nous mettent le transformateur où il n'y a pas de travail ici. Aux dernières nouvelles, le sous-préfet de Loum est descendu sur le terrain pour tenter d'apaiser les esprits. Pascal Zoa aurait donné 3 jours aux responsables de cette entreprise pour trouver une solution à ce problème. À Bafoussam, les populations crient le mal-être. La voirie urbaine est dans un piteux état. L'axe communauté urbaine marché Sokada est parsemé de nids de poules et de mardeaux. C'est un véritable calvaire pour les automobilistes, conducteurs de moto et les autres usagers de la route. C'est le constat que font Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Le parcours se présente en véritable chemin de croix pour tous les usagers du tronçon allant de la place des fêtes jusqu'au petit marché Sokada. Ton temps, tu ne vois pas comment on part de Brasserie pour arriver là-bas devant, on fait plus de 15-20 minutes. Et monsieur le délégué doit nous rappeler que c'est Bafoussam la belle. Vraiment, pas seulement cet endroit, toute la ville de Bafoussam est foutue. La première étape de ce parcours de combattants, c'est la place des fêtes avec ses nids de poules garnis de marc d'eau par saison de pluie. Vraiment, on ne sait pas ce qu'on fait dans la ville avec ce pareil de route. C'est le champ de patates. On ne sait pas si c'est la ville ou c'est le village. Je ne sais pas si nous sommes ici à Bafoussam ou dans un quartier qu'on appelle Ngouache. Toujours sur le même axe, le pic du Calvaire se situe entre la Kaplamie et la fourrière municipale. Le respect du code de la route n'a plus sa place. Automobilistes et mototaximens serpentent dans tous les sens pour se frayer passage entre les crevasses gorgées d'eau de pluie. Et tant pis pour les piétons. Nous, on ne parvient pas à travailler dans la ville et on paie les papiers. Pour tourner, qui prend rien que la BRC pour Sokada, on peut faire 30 minutes. Et pour travailler ne serait-ce que 1000 francs dans la ville de Bafoussam, c'est pendant 2 heures de temps pour travailler 1000 francs. Donc vraiment, c'est trop. Et comme conséquence première de ce mauvais état de route dans la ville de Bafoussam, les véhicules personnels et taxis de ville en pâtissent au quotidien, au grand désarroi de leurs propriétaires. Parce que, tu vois, moi, je suis dans des amortisseurs. Les roues, donc c'est très grave. À la communauté urbaine, l'unique solution au réaménagement de la voirie de Bafoussam,
c'est le programme de désendettement, le CD2, toujours attendu dans la ville. Il faut que le délégué de gouvernement fasse quelque chose, qu'il laisse les affaires des boutiques qui construisent là, qu'il arrange la route. Parce que normalement, on dit que quand la route passe, le développement suit. S'il ne peut pas travailler, qu'on laisse la population décider de ceux qui doivent les gérer, c'est tout. Troisième ville du Cameroun pour son potentiel humain et son dynamisme économique. Bafoussam est cité parmi les villes du pays devant abriter la CAN 2019. Les grands travaux de réhabilitation des infrastructures annoncés pourraient donner un coup de neuf au visage de la ville de Bafoussam, tombée en décrépitude depuis des années. Comment réduire les coûts de construction des logements sociaux au Cameroun? La solution se trouve dans la promotion des matériaux locaux et un architecte malien en a fait la démonstration à Yaoundé. Il a réussi à fabriquer des briques résistantes et l'utilisateur économise jusqu'à 40% de sable et de ciment. Cette innovation technologique séduit le gouvernement qui veut la vulgariser au Cameroun. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Reportage. Comme dans un chantier, le gouvernement expérimente la brique H2H. À première vue, l'on voit difficilement la différence avec la brique ordinaire. Et pourtant, la H2H est particulière. La brique H est ouverte par le bas et au côté. Donc vous gagnez en ciment. Ce qui fait que quand vous montez un mur, vous faites la fondation normalement, vous boulez la fondation, vous mettez le ciment sur la première assise. Et quand vous produisez les briques H, vous les boulez maintenant avec de la terre que vous ne cherchez nulle part que là vous avez creusé les fondations. Vous la récupérez, vous mélangez avec de l'herbe simplement et vous croisez normalement comme les constructions ordinaires avec nos papins. Vous les croisez mais sauf que vous boulez avec cette terre. Quand vous avez fait 5 assises, vous faites un chaînage, vous faites encore 5 assises, vous chaînez jusqu'à ce que vous arrivez à la 14e assise, vous faites le chaînage pour la toiture. L'inventeur de cette brique H2H, le voici, Gaoussou Traoré, architecte urbaniste de nationalité malienne, dont la trouvaille a simplifié la vie de ses compatriotes et remporté plusieurs lauriers à l'international. Ça, c'est quelque chose qui vient du hasard, hein, parce que toute invention est le fruit du hasard. On ne peut pas décider, dire que voilà, je vais inventer quelque chose. C'est Dieu qui fait que on aboutit à quelque chose. La technologie H2H est avantageuse à plus d'un titre, au point d'inspirer le gouvernement camerounais. Un des principaux problèmes chez nous, c'est le coût excessif des matériaux, parce que je vous l'ai dit, on a 40% de réduction. Une brique ordinaire, n'est-ce pas, 15 par 15, qui coûte autour de 300 francs, la brique H2H coûterait autour de 200 francs. Vous avez un gain énorme. De là à utiliser cette technologie innovante et économique dans la construction des logements sociaux, il n'y a qu'un pas que le gouvernement envisage de franchir avec sérénité. Il faudra qu'on voit avec l'ANA, qu'on voit également avec le système de marché public, n'est-ce pas, l'acceptation de ces matériaux. Mais je dois vous dire que nous allons engager le process et le procédé pour que ce soit fait, parce qu'il y a de l'économie. Et par les temps qui courent, nous devons aller vers les solutions qui nous amènent à dépenser moins. N'importe quel Camerounais peut l'expérimenter sans nécessité d'une formation spéciale. Juste un peu de pratique et le tour est joué. C'est une nouvelle date qui vient d'être annoncée pour la distribution des ordinateurs promis aux étudiants. Le ministre de l'Enseignement supérieur fait savoir que la première vague d'ordinateurs doit être distribuée en novembre 2017, donc dans les tout prochains jours. Jacques Famdongo va plus loin et déclare que même la promotion estudiantine de l'année académique 2017-2018 est concernée par cette distribution des ordinateurs. Un an après la promesse présidentielle, le gouvernement fait appel à un nouveau partenaire, cette fois-ci américain, Microsoft, qui va finaliser ce projet qui avait été confié au départ aux Chinois. Joël Essenge et Ike Cyril. Microsoft s'invite dans le projet de don d'ordinateurs aux étudiants du Cameroun. La convention entre l'entreprise américaine et le ministère de l'Enseignement supérieur a été signée à Yaoundé. Microsoft se propose d'apporter une plus-value technique. Dans le cas où nous sommes d'accord,
il y a un certain nombre d'initiatives ou d'axes qui seront développés. Donc, il y a celui qui concerne l'accès au système d'exploitation, l'accès aux outils Microsoft Office 365. Microsoft apporte son expertise en termes de conception de ces réseaux et de ces outils de téléconnexion. Après la signature de la convention, le ministre de l'Enseignement supérieur annonce l'arrivée des ordinateurs par vague. Le premier contingent sera disponible en novembre 2017. Les 80 000 premiers ordinateurs seront livrés en novembre 2017. Et ils sont en train d'être fabriqués dans la ville de Shenzhen, en Chine. 500 000 ordinateurs au total sont attendus. Ils seront distribués non plus seulement aux étudiants de l'année académique 2016-2017, mais également aux étudiants inscrits pour l'année 2017-2018. Ces ordinateurs étaient destinés exclusivement aux étudiants inscrits en 2016-2017. Mais au regard des échéances, le président de la République a décidé aussi bien pour ceux qui étaient inscrits dans les universités camerounaises publiques et privées en 2016-2017 qu'en 2017-2018. Au ministère de l'Enseignement supérieur, on parle d'un bonus accordé par le président de la République. Mais on évite de dire combien d'ordinateurs seront ajoutés sur les 500 000 attendus. Il a décidé d'accorder un bonus en direction des étudiants inscrits au cours de l'année académique 2017-2018. Et cela se fera. Je crois que c'est suffisamment clair. C'est le président de la République qui a décidé d'accorder ce bonus et cela se fera. Après l'annonce faite par Paul Biya d'offrir 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités et grandes écoles du Cameroun, la convention entre la partie chinoise et la partie camerounaise a été signée le 18 juin 2015 à Beijing en Chine. Mais depuis lors, les ordinateurs sont toujours attendus. L'arrivée de Microsoft dans le projet va-t-elle permettre d'accélérer le processus? Just wait and see. Des étudiants et autres jeunes handicapés peuvent eux aussi profiter des innovations technologiques pour améliorer leur formation et leurs compétences afin de s'insérer dans la société camerounaise. Reportage. La Blanqui permet à la personne aveugle ou malvoyante de voir autrement grâce à l'outil informatique. Elle se présente comme une clé USB ordinaire, sauf qu'elle contient des logiciels NVDA qui permettent d'activer une synthèse vocale. La Blanqui est une clé USB normale que vous utilisez tous les jours, dans laquelle on insère un ensemble de programmes portables. Donc portable, c'est-à-dire qui est activé depuis un support amovible, soit clé USB, soit disque dur. Donc après avoir ajouté cet ensemble de programmes dans cette clé USB, quand vous la connectez sur n'importe quel ordinateur sous système Windows, dès son activation, il y a déjà la synthèse vocale NVDA qui est lancée. Vous avez également dans la Blanqui un ensemble de logiciels accessible aux personnes aveugles. Avec la Blanqui, les personnes aveugles peuvent accéder à n'importe quel ordinateur et ce, sans assistance. Dans la rubrique Internet, vous retrouvez par exemple le navigateur Internet tel que Firefox. Vous avez également TWO, qui est un programme qui rend accessible Twitter pour les personnes aveugles. Vous avez des programmes, des groupes tels que Multimédia, où vous trouvez des lecteurs tels que MPCH, qui est un lecteur accessible pour les personnes aveugles. Vous avez également le programme CDEX, CDEX, qui permet d'extraire des pistes d'un CD audio pour les copier dans un ordinateur. Vous avez également des rubriques telles que le bureautique, utilitaire également, dans lesquelles vous trouverez des programmes
Et pour les activer, ces programmes également, il suffit juste d'appuyer sur la touche Entrée de votre ordinateur et ces programmes se lanceront automatiquement. Et la synthèse vocale sera active jusqu'à ce que vous décidez de l'arrêter. La Blanqui est un projet de collecte, de formation et de distribution des supports amovibles USB au profit des personnes atteintes de déficience visuelle dans la ville de Douala et d'ailleurs. Le projet vise à leur offrir des connaissances pratiques à l'utilisation de l'outil informatique en vue de faciliter leur insertion dans la société au travers des technologies de l'information et de la communication. Une initiative soutenue par les ministères des Affaires sociales, de la jeunesse et de l'éducation civique et de l'éducation de base. La Blanqui, c'est une initiative très louable. Nous sommes très contents pour ce projet parce que le monde maintenant, c'est où le numérique est à la une. Nous, les affaires sociales, nous qui encadrons cette cible qui est la personne handicapée, nous avons dit tout à l'heure de nous se rapprocher de nous parce que nous allons leur donner d'autres associations qui ne connaissent peut-être pas de personnes malvoyantes qui voudront se former afin que tous les malvoyants bénéficient de cette clé qu'on appelle la Blanqui. Malgré leur handicap, malgré le fait qu'ils ne voient pas, ils ont fait le pas en avant vers le monde communicationnel. Et je crois que cette association est à féliciter. Son initiative est louable, elle est humanitaire. Arrivés en fin de formation, plusieurs formateurs ont reçu leur parchemin. Il leur revient maintenant de transmettre leurs connaissances dans leurs différentes associations. L'accessibilité numérique était jusqu'ici un défi majeur dans le quotidien de la personne aveugle au Cameroun. Aujourd'hui, avec la Blanqui, les personnes aveugles et malvoyantes ont la possibilité de voir autrement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après le 20h, l'émission 100% foot présentée par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur cette même antenne.